Bonjour à tous, vous écoutez VOA Afrique, c'est votre santé, votre avenir qui commence. Votre santé, votre avenir, c'est le magazine d'information et d'éducation sur les questions de santé. À ce micro, je suis Mohamed Oumfa et Rosine Mounezero est avec moi dans ce studio pour la co-présentation. Bonjour Rosine. Bonjour Mamadou, bonjour à vous tous qui nous écoutez. Cette semaine, nous parlons de l'épidémie d'Ebola en République démocratique du Congo. Tout ce qu'il faut savoir sur cette fièvre, pas comme les autres, ce sera avec Dr Miatoudila Malonga. Ça commence comme une fièvre banale qu'on peut prendre pour de la grippe. La deuxième phase, vous voyez maintenant la rougeur des muqueuses. Les yeux deviennent rouges, la bouche devient rouge. Maintenant, la troisième phase, c'est la phase d'hémorragie. Avec une vingtaine de cas déclarés et 3 morts à la date du 18 mai 2017, l'épidémie semble de faible amplitude. Problème cependant, le principal foyer de l'épidémie se situe à plus de 1400 km de la capitale, une zone difficilement accessible. Docteur Nafissa Dan Bouzoua. C'est vraiment une zone complètement enclavée. Donc même en moto, il faut mettre plusieurs jours pour y accéder. Donc c'est vraiment ça notre défi aujourd'hui, c'est arriver au lieu de l'épicentre. Eh bien, toutes vos rubriques habituelles seront au rendez-vous. Le docteur Armand Genkap répondra une fois encore aux questions des auditeurs. Mais tout de suite d'abord, l'actualité. Coup d'œil sur l'actualité. Et comme d'habitude, pour parcourir l'actualité santé, nous recevons Firmin Koyaweda. Bonjour Firmin. Bonjour Mohamedou. Alors parlons d'abord de l'épidémie de méningite au Niger. Le bilan actualisé est de 179 morts. Oui Mohamedou, la maladie a tué 179 personnes du 2 janvier au 7 mai sur un cumul de 3037 cas suspects de méningite enregistrés au Niger, indique sur son site le Bureau des affaires humanitaires de l'ONU à Niamey. Près de la moitié de ces victimes sont des enfants, a indiqué mercredi l'ONU. Les enfants de 5 à 14 ans représentent 45% des victimes. À la mi-avril, le ministère de la Santé au Niger a lancé une campagne de vaccination pour circonscrire l'épidémie. Le pays dispose de médicaments pour soigner jusqu'à 25 000 malades. Rendons-nous maintenant au Nigeria. Le gouvernement de ce pays a mis en place des mesures de surveillance à ses frontières après l'annonce d'une résurgence de l'épidémie d'Ebola en République démocratique du Congo. En effet, Mohamedou, le ministre Isaac Adewole a demandé au directeur des services sanitaires des ports d'entrée du pays d'alerter ses employés. Boade Akinola, le porte-parole du ministère de la Santé, dit que des équipes sanitaires ont été déployées sur le terrain. Il vérifie que les personnes qui arrivent au Nigeria ne présentent aucun symptôme de la fièvre hémorragique, a-t-elle assuré. En 2014, 19 personnes avaient contracté le virus au Nigeria, pays le plus peuplé d'Afrique. 7 d'entre elles sont décédées et le pays est parvenu à contrôler la propagation de la maladie. Vous suivez Votre santé, votre avenir sur VOA Afrique. Faisons maintenant un arrêt en RDC, d'abord à Kinshasa, où des interventions chirurgicales ont eu lieu les 15 et 16 mai 2017 au centre de chirurgie pédiatrique Maman Olive Lembe à la clinique Ngaliema. En effet, 16 médecins et infirmiers de nationalité française et belge associés aux Congolais ont réussi à arrêter momentanément les cœurs de 2 patientes et les réanimer après avoir soigné une jeune fille et une femme d'une quarantaine d'années. Maintenant, l'une comme l'autre sont définitivement guéries, a rassuré l'un des médecins. Ces interventions chirurgicales à cœur ouvert ont été réalisées dans le cadre du projet congolais pour les enfants congolais, appuyé par la première dame de la RDC, Olive Lembe Kabila. Terminons par la campagne contre la schistosomiase lancée le jeudi 18 mai dans la zone de santé de Dilala, dans la province de Lualaba, toujours en RDC. Cette campagne consiste à former le personnel médical de la contrée et distribuer des médicaments pour réduire l'impact de cette maladie. Selon le médecin-chef de cette zone de santé, Dr Pachi Ndoa, plus de 66 000 enfants de 5 à 14 ans sont concernés. La schistosomiase est l'une des maladies tropicales négligées qui se développe plus près des rivières ou dans les lieux où les enfants jouent avec la terre. C'est pratiquement à travers l'eau sale, l'eau souillée qu'ils contractent cette maladie, a poursuivi le médecin-chef de la zone de santé de Dilala. Selon lui, le non-respect des règles d'hygiène peut également favoriser le développement de la schistosomiase dans un milieu. En RDC, plusieurs défis restent à relever pour accélérer la réduction des maladies tropicales négligées
comme la schistosomiase, le trachome, l'onchocercose, la filariose et bien d'autres. Merci Firmin. Votre santé, votre avenir, l'invité de la semaine. Le 25 avril dernier, un homme de 45 ans victime d'une fièvre est mort dans un taxi qui le transportait vers un hôpital de la zone de santé de Likati, dans la province de Bauele. Plus tard, le chauffeur du dit taxi est tombé malade et est lui aussi décédé. Une troisième personne qui avait transporté le malade a lui aussi succombé à la maladie. Les diagnostics ont confirmé que ces 3 personnes sont mortes de la fièvre hémorragique à virus Ebola. Une vingtaine d'autres cas suspects sont suivis par les experts. Les autorités ont donc officiellement déclaré une épidémie d'Ebola le 12 mai dernier. C'est la 8e épidémie en République démocratique du Congo depuis la découverte du virus dans le pays en 1976. Il y a en effet 41 ans, une équipe d'experts découvrait le virus d'Ebola en RDC. Notre invité de la semaine, le docteur Miatoudila Malonga, en faisait partie. Co-découvreur du virus, il a accepté de nous parler de cette fièvre, pas comme les autres. Il commence par nous expliquer pourquoi la RDC est une zone à risque. Si vous regardez la position de la RDC sur une carte de l'Afrique, vous verrez que la RDC se trouve dans la zone d'Ebola. Cette zone s'étend sur la forêt équatoriale africaine et la RDC occupe une grande partie de cet écosystème. Ebola a fait l'actualité entre 2014 et 2016 avec plus de 11 000 morts en Afrique de l'Ouest. Est-ce que c'est la même maladie ou alors est-ce qu'il y a des variantes? Est-ce qu'il y a une différence entre Ebola qu'on a connu en Afrique de l'Ouest et celui qui sévit actuellement en RDC? Non, c'est la même maladie. La seule différence tient à la riposte. La riposte ouest-africaine a été inadéquate, inappropriée. Alors, un vaccin, le RVSV-Zebov, a été développé par l'Agence canadienne de développement. La licence de ce vaccin est actuellement détenue par 2 firmes américaines. Est-ce que vous pensez que ce vaccin peut aider dans la riposte? Est-ce que ce vaccin peut être utile en ce moment? Je ne peux pas parler du vaccin spécifique auquel vous faites référence, mais c'est depuis 1976 que nous attendons un vaccin contre Ebola. Pourquoi? Parce que nous pensions que c'est un vaccin facile à développer, étant donné que Ebola est une maladie qui donne, de façon naturelle déjà, une immunité d'au moins 10 ans. Je veux dire ceci, que si quelqu'un attrape la Ebola et survit, généralement il a des anticorps qui le protègent contre toute infection ultérieure d'Ebola. Donc c'est une maladie qui immunise. Naturellement, l'immunité peut durer plus de 10 ans. Donc, c'était facile en théorie de faire un vaccin efficace contre Ebola. Justement, parlons des dernières épidémies. On constate en remontant l'histoire que la RDC a toujours réussi à circonscrire très rapidement et de façon efficace les épidémies. Quelles sont les méthodes qui ont été employées qui favorisent cette efficacité contre la maladie? Eh bien, c'est simple. L'efficacité de la lutte contre Ebola repose sur un principe excessivement simple. Il faut avoir confiance en la capacité des gens de terrain de lutter contre la maladie. Parce que Ebola peut être très très rapidement maîtrisé par les ressources locales. Quand je dis locales, je veux vraiment dire de la communauté qui est atteinte. Si cette communauté est empowered, c'est-à-dire que si on lui donne la capacité, les informations et les petits moyens, mais surtout l'information, on lui donne des renseignements sur la maladie, la communauté locale peut facilement maîtriser la maladie. Et surtout, si cette communauté bénéficie maintenant d'un support, je dis bien support, du niveau de l'extérieur, ce support peut venir de la province, du niveau intermédiaire, de la capitale du pays, du niveau central, et de l'extérieur, de la communauté internationale. Mais tout ce support-là doit être en appui à l'effort local. C'est ça la recette. En Afrique de l'Ouest, on a pensé que c'était la communauté internationale qui devait prendre le devant. C'était ça l'erreur. Donc, le succès de la RDC vient du fait que
on applique le principe de mettre la communauté comme les Américains appellent, le driver's seat. Donc c'est la communauté qui doit diriger, conduire les activités et bénéficier de support extérieur. Vous parlez justement d'activités de la communauté et de support. De quoi s'agit-il concrètement quand on sait qu'actuellement il n'y a pas de médicaments pour soigner la maladie et qu'il n'existe pas encore effectivement un vaccin sûr et efficace? Quel type de méthode et d'activité parlez-vous pour circonscrire la maladie? Exactement. C'est parce qu'il n'y a pas de traitement que le niveau extérieur vient faire quoi? Quand vous amenez des militaires américains en Afrique de l'Ouest, qu'est-ce que vous leur demandez de faire? Moi, je leur ai demandé, quand vous allez là, vous faites quoi? Qu'est-ce que vous faites que la population locale ne peut pas faire? Nous faisons de la réhydratation. Est-ce que la population locale ne peut pas faire de la réhydratation? Et réhydrater, ça veut dire donner des liquides. Tout à fait. Est-ce qu'on a besoin de quelqu'un de Washington pour aller dans la forêt guinéenne pour faire boire des gens? Dès que vous avez trouvé un cas, vous l'isolez, puisque vous n'avez pas de traitement. Vous isolez le malade. Vous isolez la communauté. Vous faites une espèce de quarantaine. Et surtout, vous faites en sorte que les gens qui sont en contact intime avec les malades, les soignants, le mari, l'épouse, doivent prendre des précautions pour ne pas être en contact avec les excrétants du malade. Donc, ce sont des mesures très très simples qui n'exigent pas la présence des experts et des équipements sophistiqués parce que pour maîtriser Ebola, c'est l'isolation. Docteur, parlons maintenant justement de la maladie. Quels sont les signes qui permettent de reconnaître que quelqu'un est malade d'Ebola, Ebola qui est une fièvre? Comment reconnaître la maladie et quelle différence y a-t-il avec des fièvres ordinaires qui sont assez fréquentes, disons-le, en Afrique? Voilà. Ebola signifie fièvre hémorragique. Ça veut dire, au début, ça commence comme une fièvre banale, une fièvre qu'on peut prendre pour de la grippe. Surtout en Afrique, où nous avons beaucoup de maladies fébriles. Tout à fait. C'est très difficile au départ de savoir que ce cas-ci va devenir Ebola. Donc, dans la première phase, c'est simplement des signes de grippe. Fièvre, maux de tête, douleurs musculaires, fatigue. C'est des signes pas très caractéristiques, pas très spécifiques. Ça, c'est la phase 1. La deuxième phase, vous voyez maintenant la rougeur des muqueuses. Les yeux deviennent rouges, mais alors très rouges comme tomates. La bouche devient rouge. Quand vous regardez à l'intérieur de la bouche, ça devient rouge, comme de la tomate. Et ça, c'est la phase des rougeurs des muqueuses. Maintenant, la troisième phase, c'est la phase d'hémorragie. Maintenant, le malade commence à saigner par tous les pores. Il saigne au niveau des yeux, il saigne au niveau de la bouche, il saigne quand il tousse, et quand vous le piquez, ce qu'il ne faut pas faire avec une aiguille, eh bien, il commence à saigner de façon anormale. Donc, c'est la phase hémorragique. Et malheureusement, la phase 3 entraîne la mort dans plus de 85% des cas. Mais maintenant, les restes, les 15%, survivent, mais alors avec une immunité, avec une résistance à la maladie. Est-ce que vous pouvez nous expliquer le mécanisme? C'est-à-dire, à partir du moment où on est contaminé, combien de temps déjà ça dure et puis comment ça se passe entre les différentes phases? Combien de temps ça dure et quel est le mécanisme? Comment se développe la maladie? Si vous êtes en contact avec les sécrétions d'un malade, vous êtes en contact, j'allais dire, intime et suffisant, vous avez une dose suffisante de virus, ça prend entre 3 et 21 jours avant de commencer à faire de la fièvre. Donc, il y a une période où vous êtes en bonne santé apparemment. Oui. 3 à 21 jours, mais en moyenne, c'est une semaine. Que maintenant, pourquoi certains vont mourir, pourquoi la plupart meurent et certains survivent,
Je pense que c'est la diversité biologique. Nous ne sommes pas les mêmes. Chacun de nous a ses mécanismes de défense. Et puis au départ, c'est la quantité de virus que vous avez eu. Vous avez eu plus ou moins. Oui. Vous avez vraiment été très contaminé ou pas assez contaminé. Et puis après, maintenant, votre propre corps, est-ce que vous êtes résistant? Est-ce que vous avez un corps solide pour pouvoir... Parce que c'est une espèce de guerre entre le virus et vous. Est-ce que vous pouvez nous dire, vous avez commencé à développer tout à l'heure les mesures qu'il faut prendre. Est-ce que vous pouvez revenir et nous expliquer de façon plus détaillée? Dès qu'on constate ces symptômes-là, dès que la fièvre s'avère être une fièvre Ebola, quelles sont les mesures que le citoyen congolais ou tout autre doit prendre immédiatement pour éviter éventuellement que la maladie ne se propage autour du malade? Bon, donc voilà comment ça se passe généralement. La personne il est allé en brousse, il a attrapé du gibier, ou bien il a simplement attrapé des chauves-souris, parce que la chauve-souris c'est le réservoir naturel du virus. La chauve-souris parfois transmet ce virus à d'autres animaux de la forêt, des antilopes, des sangliers, et puis alors maintenant vous êtes en contact avec une chauve-souris qui porte les virus Ebola, ou alors vous attrapez un singe ou une antilope qui a été infectée. Vous le ramenez et maintenant vous commencez à manipuler le sang parce que vous coupez l'antilope et c'est à ce moment-là que vous êtes maintenant en contact intime avec le virus. Et vous rentrez, vous avez de la fièvre. C'est pas grave, vous pensez que c'est la malaria, vous restez avec les membres de votre famille, et puis la fièvre ne finit pas, et puis maintenant vous allez au dispensaire. Si vous êtes à la phase 1, l'infirmier ne saura rien du tout. Mais si vous êtes à la phase 2, l'infirmier commence à avoir des suspicions, parce que vos yeux sont rouges. La malaria ne donne pas des yeux tomates. C'est à ce moment-là maintenant que l'infirmier doit commencer à prendre des précautions. Et alors maintenant, c'est à ce moment-là qu'il faut isoler le malade et prendre contact avec les membres de la famille pour les suivre. Et après avoir isolé, immédiatement sonner l'alarme. Appelez votre superviseur, le médecin chef de zone pour dire voilà, j'ai un cas suspect ici. Et le médecin chef de zone doit descendre lui-même. Il va isoler le centre de santé, interdire aux malades de se faire soigner dans ce centre de santé ou bien mettre le malade dans une autre maison. Isoler le malade, isoler les membres de sa famille et puis maintenant le médecin va prendre la décision d'isoler le village pour empêcher que des gens de l'extérieur rentrent dans le village. Immédiatement après, il doit contacter le niveau provincial. Et le médecin chef de province envoie le message immédiatement à Kinshasa, au ministère de la Santé, pour dire que moi, je crois que j'ai peut-être un cas d'Ebola ici. À ce moment-là, le ministère de la Santé envoie une équipe. Et voilà comment ça doit marcher. Et immédiatement, le ministère de la Santé doit sonner l'alarme sur le plan international. Vous venez de décrire comment ça se passe dans un contexte épidémique et de manière générale pour les populations qui vivent dans les zones forestières, comment prévenir ou alors comment anticiper? Malheureusement, on ne peut pas vraiment prévenir Ebola. Nous allons vivre avec Ebola. Nous allons simplement essayer de minimiser les dégâts d'Ebola. Parce que, comme j'ai dit, Ebola vit dans notre région, il vit en bon terme avec certains animaux. Maintenant, les gens qui vivent dans ces coins là-bas, il faut seulement leur donner des informations. Vous dites que vous êtes dans une région à risque. Donc, donnez l'information. Il faut que l'information soit partagée, circule dans une région à risque. Essayez un peu de réduire votre appétit aux viandes de brousse, aux viandes de gibier. Les chauves-souris, ils ont le virus d'Ebola. Sachez-le. Prenez des précautions. Donc, par l'information, par la communication, ce sont des activités de conscientisation, d'information qu'il faut faire dans ces régions-là. Nous remercions donc le docteur Miatoudila Malonga pour cet entretien. Si vous avez des questions à lui poser, vous pouvez nous écrire sur notre page Facebook « Votre santé, votre avenir ». Ça s'écrit sans accent et en un seul mot. Quelqu'un l'a vécu. Voici son témoignage. Comme vient de nous le dire notre invité, la RDC a une longue tradition de lutte contre les épidémies d'Ebola. Mais cette lutte n'est toujours pas facile. Cette fois, par exemple, l'épicentre de la maladie se trouve dans la zone de santé de Likati, province du Bas-Ouélé.
Cette zone située à plus de 1400 km de Kinshasa est difficilement accessible. Néanmoins, le gouvernement et ses partenaires sont mobilisés pour la riposte. Parmi ses partenaires figure l'ONG Alima, Alliance for International Medical Action. Alima est présente en RDC depuis 2011 et travaille en collaboration avec le ministère congolais de la Santé. Pour parler de cette collaboration et des actions menées dans le cadre de la lutte contre Ebola, nous avons joint le docteur Nafissa Dan Bouzoua. Il faut dire que Alima est en République démocratique du Congo depuis 2011. Donc nous travaillons aux côtés du ministère de la Santé dans la prise en charge déjà de pas mal d'épidémies. Donc épidémie de choléra, épidémie de paludisme depuis 2011 où Alima travaille avec le ministère de la Santé. Donc c'est dans ce cadre que le ministère a approché Alima pour répondre à cette épidémie qui s'est déclarée. Alors, l'épidémie d'Ebola a donc été déclarée. D'abord, quel est le bilan actuel? Je rappelle aux auditeurs que nous sommes actuellement jeudi 18 mai au moment où nous enregistrons cette interview. Quel est le bilan de la situation sur le terrain en termes de cas déclarés et aussi de décès? Le bilan actuel à date d'aujourd'hui est de 20 cas suspects, 3 décédés malheureusement, et nous avons 2 patients qui ont été confirmés positifs. Qu'est-ce que Alima a déployé sur le terrain en termes de personnel et de matériel pour aider le ministère de la Santé dans la lutte contre l'épidémie? D'accord. Donc, comme je le disais depuis le début, donc nous sommes vraiment en étroite collaboration avec le ministère de la Santé et aussi les autres partenaires qui sont déployés dans cette lutte. Pour le moment, donc, Alima a mobilisé pas mal de ressources humaines. Donc, comme vous savez, déjà sur place, à la République démocratique du Congo, on arrive à trouver quand même du personnel qui sont capables de répondre à cette épidémie parce qu'ils ont eu à faire face à plusieurs épidémies. Donc, on arrive à trouver du personnel. Donc, on a mobilisé du personnel qui actuellement sont en route pour atteindre l'épicentre. Ils sont en route avec du matériel, il y a aussi du personnel. Qu'est-ce que vous allez faire concrètement dans la lutte contre Ebola, cette maladie qui ne se soigne pas, il n'y a pas encore véritablement de vaccin? Qu'est-ce que vos équipes vont faire concrètement sur le terrain? Donc concrètement, nous serons engagés activement dans la prise en charge des cas déjà. Donc aussitôt arrivé, c'est de monter un centre de traitement que nous appelons communément CTE. Donc c'est de monter un centre de traitement d'une capacité d'environ de 15 à 20 lits rapidement et de commencer la prise en charge des cas. Et bien sûr, comme on le sait, c'est une maladie qui a pas mal de contacts dans la communauté, donc faire cette recherche active. Donc il y a un travail communautaire aussi à faire. Donc travailler avec la population de la communauté pour chercher les cas actifs, sensibiliser la population dans l'acheminement des patients et aussi dans les enterrements sécurisés. Est-ce que vous avez des difficultés que vos équipes ont rencontrées sur le terrain? Donc actuellement, le plus grand défi, justement, c'est d'atteindre la zone. C'est une zone qui est vraiment enclavée, difficile d'accès. Pour le moment, les équipes sont en train d'aller en moto parce que sinon, ce n'est que par hélicoptère qu'on peut rejoindre cette zone. C'est vraiment une zone complètement enclavée. Donc même en moto, il faut mettre plusieurs jours pour y accéder. Donc c'est vraiment ça notre défi aujourd'hui, c'est arriver au lieu de l'épicentre. Donc on a déjà quelques 2-3 personnes qui sont y allées pour identifier la zone, la route, tout ça. Mais notre équipe vraiment c'est d'arriver à cette lieu d'épicentre. Nous remercions le docteur Nafissa Dan Bouzoua. Toujours en rapport avec l'épidémie d'Ebola en RDC, l'Organisation mondiale de la santé vient de nous communiquer ces informations. D'abord, 2 laboratoires mobiles de l'Institut national de recherche biomédicale viennent d'être déployés à Namboa, épicentre de la maladie, pour faciliter les diagnostics rapides sur le terrain. L'OMS annonce aussi l'arrivée de plusieurs experts, parmi lesquels 7 logisticiens de l'OMS pour gérer les 3 bases logistiques au niveau de Buta, Likati et Namboa. Un centre de traitement Ebola a été installé par Médecins sans frontières en vue d'isoler les malades et de leur fournir des soins appropriés. À Buta, un pont aérien sera mis en œuvre grâce à un hélicoptère du service aérien d'aide humanitaire des Nations Unies. L'objectif de ce pont aérien est de contourner le désenclavement de la zone touchée par l'épidémie tout en facilitant le déploiement des équipes, équipements et matériels.
Enfin, le lundi 15 mai dernier, le ministère congolais de la Santé publique a, avec l'appui de ses partenaires, produit un plan national de réponse à l'épidémie chiffré à plus de 8 millions de dollars américains et couvrant plusieurs domaines d'intervention. Parmi ces domaines, il y a la surveillance, la recherche active des cas et leur suivi médical, la mise en application des mesures d'hygiène et de biosécurité dans les formations sanitaires et les communautés locales et l'appui aux activités de la communication du risque, de la mobilisation sociale et de l'engagement communautaire. Questions et commentaires, c'est maintenant. Chers auditeurs, un expert vous répond. Voici le moment, chers auditeurs, de vous donner la parole pour poser vos problèmes de santé et trouver des réponses auprès de notre consultant, le docteur Armand Guincap. Il est médecin urgentiste et praticien au centre hospitalier universitaire de Soissons, en France. Bonjour docteur. Là, en ligne, nous sommes avec Archiduc Théodore. Bonjour Théodore. Bonsoir. Vous nous appelez Don Jamena, c'est ça? Oui, j'appelle Don Jamena. D'accord. Et vous avez une question à poser à l'expert, au docteur Guincap, c'est ça? Exactement, c'est ça. Et ma question est de savoir comment lutter efficacement contre les vers intestinaux. Merci beaucoup Théodore d'avoir appelé. D'accord, merci. Bonne suite d'émission. Merci beaucoup. Ce que je peux dire à Théodore, c'est que les vers intestinaux, et on en a notamment 3, les oxyures, les ascaris, le ver solitaire ou ténien, sont des parasites qui ne peuvent survivre seuls car ils ont besoin d'un organisme hôte pour rester en vie et surtout pour se reproduire. Et ces vers intestinaux, et notamment les larves qui les accompagnent, sont souvent présents bien sûr dans la sphère digestive et éliminés dans les matières fécales. Pour lutter efficacement contre les vers intestinaux, il faut dans un premier temps respecter des règles d'hygiène qui sont assez strictes. La première règle d'hygiène, c'est déjà se laver les mains après avoir utilisé les toilettes, car la plupart de ces vers intestinaux se propagent par les matières fécales. Il faut également que les ongles soient bien coupés parce que parfois ces vers intestinaux peuvent se réfugier sous les ongles. Et lorsqu'on s'alimente, par exemple, on va finir par les ingurgiter et se réinfester, alors qu'on s'en était débarrassé initialement. Par ailleurs, les larves ou les vers intestinaux qui sont éliminés par les matières fécales peuvent parfois être présents dans le linge intime. Je vais parler notamment des sous-vêtements, je vais parler des serviettes, des gants de toilette. Et ces éléments-là, à savoir les serviettes, les gants de toilette, des objets intimes, ne doivent pas être partagés dans le cercle familial parce que ça peut aussi être un moyen de contamination, de transmission de l'infection chez quelqu'un qui avait réussi à s'en débarrasser. Et il faut laver le linge, notamment la literie, à plus de 60 degrés parce que c'est la température qui va permettre de totalement éliminer ces vers intestinaux et les larves qui s'y accompagnent. Et enfin, avoir une très très bonne hygiène alimentaire. Consommer de la nourriture bien cuite et si c'est des légumes ou si c'est des fruits, essayer de laver les fruits, laver correctement les fruits pour débarrasser les fruits d'une certaine contamination. Mais bien évidemment, ça c'était des mesures de prévention. Mais si on a déjà été infesté par le ver intestinal et qu'on veut se débarrasser, il faut consulter un médecin et ce médecin-là va prescrire un traitement qui s'appelle un vermifuge. C'est un traitement qui va permettre de nettoyer toute la sphère digestive du ver intestinal à l'aide d'un médicament. Merci docteur. C'est ici que prend fin Votre santé, votre avenir, une édition qui était consacrée à l'épidémie d'Ebola en République démocratique du Congo. Pour en parler, nous avons reçu comme invité le docteur Miatoudila Malonga, co-découvreur du virus Ebola. Il nous a expliqué pourquoi la RDC est une zone à risque et nous a permis de mieux comprendre les causes et les moyens de lutter contre l'épidémie. Nous avons écouté le témoignage du docteur Nafissa Dambouzoua, responsable médical en charge de la RDC, pour le compte de l'ONG Alima, qui fait partie des acteurs mobilisés pour la riposte. Elle nous a expliqué ce qui se fait actuellement sur le terrain et les défis auxquels font face le gouvernement et ses partenaires. Notre consultant, le docteur Armand Guincap, était avec nous pour répondre aux questions des auditeurs. Nous leur disons tous merci. Merci également à Firmin Koyaweda, toujours en rendez-vous pour nous présenter les événements qui font l'actualité santé. Aiden Outko était à la console. Georges-Léonard Sagno signe la réalisation de cette édition. À la présentation, vous étiez avec Rosine Mounezero et j'étais en compagnie de Mohamedou Oumfa. Restez branchés au programme de VOA Afrique et n'oubliez surtout pas de prendre soin de votre santé car votre santé, c'est votre avenir.
À la prochaine. C'était Votre santé, votre avenir, une production de VOA Afrique. Pour vos commentaires, vos questions ou vos témoignages, retrouvez-nous sur voaafrique.com ou sur notre page Facebook VOA Afrique.